Merci Jean-François, on est de retour dans la zone. Comme tu vois que j'ai le plaisir d'avoir avec moi par l'entremise de la ligne téléphonique Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et encore une fois, on va parler finances, on va parler aussi préjugés peut-être un tout petit peu. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Je dis parler préjugés parce que souvent les gens prennent les choses pour acquis. On arrive, on dit non, c'est comme ça que ça marche puis tout ça. Quand les gens vont te rencontrer, Pierre-Paul, ils ont probablement des idées préconçues. C'est quoi les 5 idées ou les idées préconçues que tu rencontres le plus quand tu rencontres les gens, qui sont fausses en bout de ligne? Oui, effectivement. J'essaie de sortir les phrases que j'entends le plus souvent là, qui reviennent. La première, c'est de me dire, peu importe ce que je fais, je vais devoir payer mes impôts. Donc, Ceux qui suivent nos chroniques, savent que les impôts, c'est pas une dette avec un statut particulier. Hein. C'est comme une carte de crédit ou un prêt personnel ou n'importe quelle autre dette. Si on dépose une offre de règlement à ses créanciers, une proposition, une faillite, c'est une dette qui est libérable. Ils n'ont pas de statut particulier, l'impôt. Et ça, c'est une idée que les gens ont en venant nous voir. Souvent, je me fais poser cette question-là. De toute façon, l'impôt, je pourrais pas, je vais être prêt avec. Mais la réponse est non. Bon, je vais virer la question de bord, moi. On parle de l'impôt, mais les gens qui ont des entreprises, TPS, TVQ, les rapports également de fin de mois, toutes ces choses-là, si on n'a pas payé ça? Écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que la deuxième question que j'ai, que je me fais poser souvent, tu t'en viens bon. La deuxième que je me fais dire souvent, c'est j'ai un incorporé, une compagnie incorporée, donc je suis pas responsable d'aucune dette. Ça, je me fais dire ça souvent. Okay. Justement, il y a plusieurs responsabilités, même quand on a une société incorporée, puis c'est un peu ce que tu viens de dire. Les gens qui ont des vues pour les salaires qui sont pas payés dans un incorporé, les déductions à la source. Donc là, on parle des remises au gouvernement de la RRQ, les impôts, les cotisations des employés, la TPS-TVQ, la CNESST, et même des cautionnements. Donc, cautionnement, quand on a signé une dette, l'entreprise signe, oui, c'est beau, on signe comme président, mais une deuxième signature comme responsabilité personnelle, souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils signent, ne connaissent pas les responsabilités administrateurs. Donc, dans un incorporé, se rappeler que si on est un individu qui est administrateur, et non pas actionnaire, très important, administrateur d'un incorporé, on est responsable des déductions à la source, TPS, TVQ, CNESST, les salaires, la production de beaucoup de documents. Et le cautionnement, lui, ça, c'est une responsabilité contractuelle. Ça peut être un actionnaire, un administrateur ou même un directeur d'une entreprise. Donc, il y a toutes ces responsabilités-là qu'on ne s'échappe pas. Et là où je veux faire un lien avec ce que tu viens de dire, comme ta question d'avant, par contre, si la compagnie fait, exemple, une faillite et que là, on est responsable de 100 000 $ d'un paquet de dettes, là, si on dépose une faillite personnelle ou un redressement personnel, ce qu'on doit faire souvent, malheureusement, pour les entrepreneurs, à ce moment-là, oui, tout ce qu'on vient de dire là devient une dette libérable au même titre que l'impôt. Donc, il ne faut pas confondre être responsable des dettes d'une entreprise si on est solvable, mais si on est insolvable et qu'on se protège de nos créanciers au niveau personnel, en plus du niveau corporatif, là, on peut rentrer toutes ces dettes-là dans une procédure. La question qui me vient en tête, moi, c'est qu'une incorporation, par exemple, c'est une entité indépendante en principe. Finalement, elle ne l'est pas tant que ça si on dit que ce sont les dirigeants responsables et non les actionnaires qui peuvent écoper des dettes, là. En fait, c'est pourquoi que c'est fait comme ça, c'est parce que les administrateurs, là, sur un conseil d'administration, et encore là, je dis toujours, c'est aussi vrai pour un OBNL, ce qu'on dit là, quand on est sur un conseil d'administration, on a une responsabilité d'agir en bon père de famille et de s'assurer de la saine gestion de l'entreprise ou de l'organisme sur lequel on siège. Et le fait de ne pas remettre les remises du gouvernement, c'est pas de l'argent qui appartient à l'entreprise, ça, c'est de l'argent qui appartient déjà au gouvernement. Tu sais, on prélève de l'argent sur la paye d'un employé qu'on lui remet et on doit normalement, lors du rapport de fin de mois, envoyer ça au gouvernement. Si on le fait pas, on vient de garder de l'argent qui appartient au gouvernement dans l'entreprise. Et ça, ça deviendrait très, très, très néfaste s'il n'y avait pas des pénalités pour ça. Donc, c'est pas qu'on est responsable de dette, c'est qu'on doit agir de façon correcte avec l'argent qui nous appartient pas. Puis c'est la même chose pour les taxes. Si on fait des remises de taxes au trimestre, normalement,
quand on achète quelque chose, ben on paye des taxes, on va pouvoir se faire rembourser sur nos rapports. Mais si on vend un service, ben on récupère des taxes là-dessus qu'on va devoir remettre au gouvernement. Donc, ça n'a jamais été notre argent. Donc, c'est ça la nuance. C'est pour ça que l'incorporé est vraiment une entité indépendante, mais l'argent qui n'est pas à nous, on peut pas se l'approprier. C'est pour ça que les déductions à la source, les TPS, TVQ sont des fiducies présumées comme ça. Et par contre, tout le reste, ben, des dettes qu'on a, n'importe quelle autre dette, de fournisseurs, de carte de crédit, de quoi que ce soit, tant qu'on n'a pas engagé notre responsabilité personnelle, ben ça demeure dans la personne morale, dans l'entité d'incorporé. Donc, il y a vraiment une distinction, mais il faut juste comprendre d'où ça vient, toutes ces responsabilités. Ouais, finalement, c'est de la saine gestion dont on parle. Hein, parce que c'est 4,30 sous qui rentrent d'un bord, puis c'est 4,30 sous que tu donnes de l'autre bord. Tu n'as pas d'affaire à se servir de cet argent-là. C'est ça que ça revient à dire. C'est exactement ça. Puis les gens, des fois, vont dire, ouais, mais là, je vais payer les fournisseurs à un gouvernement. Oui, mais le problème, c'est que l'argent que tu parles de payer au gouvernement, c'est de l'argent que tu n'aurais jamais dû avoir dans tes coffres. Tu l'as eu de façon transitoire. Tu devrais la remettre. Donc, elle devrait être isolée dès le moment. Tu l'as jamais gagné, cet argent-là. Ouais, c'est pas à toi. Ça appartient déjà au gouvernement. Effectivement. On en a deux de fait. Une autre question, un autre préjugé que les gens ont quand ils vont te rencontrer? Oui, un que j'entends souvent, mais je vais, si je fais faillite, je vais être 7 ans à pas avoir de crédit. Ça, on l'entend souvent. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu toi aussi dans ta vie. Oui. Ça, c'est faux. Ça vient d'une mauvaise conception de comment la loi est faite, parce que une faillite va apparaître 6 ans au dossier de crédit. Donc déjà là, on n'est pas loin du 7 ans. Le principe est pas si loin. Mais l'enjeu, c'est que c'est pas qu'on est 7 ans à pas avoir de crédit. C'est que ça apparaît 6 ans au dossier de crédit après la libération. Et donc, ne pas avoir de crédit, là, c'est pas un concept qui existe, parce que j'ai des gens en faillite qui sont capables d'avoir des cartes de crédit. Les gens qui sont libérés d'une faillite sont capables d'avoir des cartes de crédit de 5 000 $ et plus. Et ça prend typiquement 2 à 4 ans à peu près se rebâtir après une faillite ou après une proposition de consommateur, rebâtir son dossier de crédit. Si les gens ils font les démarches qu'on leur explique de faire, s'ils obtiennent une carte de crédit, s'ils l'utilisent de façon saine et tout ça. Mais ça peut être plus court que ça. Si je prends, pour exemple, quelqu'un qui a une stabilité d'emploi, stabilité de résidence, un très bon revenu, en dedans d'un an après une faillite, peut être rebâti là, sans aucun problème. Okay. La seule bémol que je mettrais à ça, c'est l'hypothécaire. Ça, c'est toujours pas mal 2 ans pour avoir rebâti, pour être capable d'emprunter pour une nouvelle maison. Je parle pas de refinancement encore là, je parle d'une nouvelle maison. Donc, il y a plein de nuances. Les gens ont beaucoup de difficultés avec la nuance, parce que la nuance, ça exige de la compréhension, ça exige de la connaissance. Fait que c'est bien plus facile de prendre des raccourcis dans notre tête en disant, bon, ça, c'est 7 ans. Ouais. Mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça. C'est qu'il y a beaucoup de nuances à apporter. Ça dépend si on parle d'une carte de crédit, d'un auto, d'une hypothèque. Si on parle que ça apparaît sur le dossier de crédit, c'est toutes des nuances que il faut prendre le temps d'expliquer aux gens quand ils viennent nous voir. En fait, il faut comprendre également que le prêt d'argent qu'on a vient des banques. Les banques, c'est des institutions qui sont indépendantes du gouvernement, donc qui n'ont pas nécessairement de règlement typique comme tel, là, qui disent, ben là, à partir de ce moment-là, lui, tu n'as plus le droit de lui prêter, là. Exactement. Chaque institution financière a ses propres règles. Puis il y en a qui ça va prendre plus de temps avant qu'ils fassent affaire avec des gens après une faillite. Il y en a que ça va prendre moins de temps. Ça, c'est des éléments qu'on explique aux gens aussi. Mais c'est beaucoup la situation de la personne. Si la personne a fait des bons revenus, elle est stable, elle a eu une bad luck parce que elle s'est divorcée ou parce qu'elle a eu une perte d'emploi reliée à un problème de santé qui est maintenant réglé, ben cette personne-là, elle peut être dans une très bonne posture financière puis elle peut mériter qu'elle se fasse prêter de l'argent. Donc, les institutions financières sont quand même capables de juger d'une situation. Donc, le dossier de crédit est vraiment pas le seul indicateur et peut être augmenté très rapidement de toute façon. OK. Un autre préjugé qu'on peut rencontrer? Oui, mais si je fais faillite, je vais perdre ma maison ou je vais perdre ma voiture. Ah oui. C'est quelque chose encore là que j'entends souvent. Oui. Moi, je dirais d'un 3, tu sais, ça va faire un 3 ans, dépasser 3 ans qu'on a parti le cabinet. Je pense que j'ai une maison que quelqu'un a laissé aller, et là, je dis laisser aller, donc la personne n'a pas perdu. On parle d'un choix, là. On parle d'un choix, exactement. Okay. Donc, ça n'arrive pas parce que quand c'est le problème est la maison, on fait d'autres choix, tout simplement. Okay. Donc, quand on va discuter avec la personne, on va expliquer c'est quoi les enjeux et on va faire une stratégie qui respecte ce que la personne veut, que ce soit de pas perdre sa maison, que ce soit de pas perdre sa voiture, que ce soit de garder son 4 roues, que ce soit, peu importe c'est quoi les choix qu'on veut faire, ça peut se faire
C'est juste qu'il va y avoir des conséquences à chacun des choix, puis on va l'expliquer à la personne. Et là, avec ces conséquences-là, les gens prennent des décisions. Et c'est pas le fait de faire faillite qui va faire que les gens perdent une voiture, perdent une maison. C'est le fait de pas être capable de la payer à tous les mois avec les revenus qu'ils font. Donc c'est vraiment important de comprendre cette nuance-là. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui ont cette mauvaise conception-là. Oui, parce que c'est important de le dire. C'est pas juste une question de faillite, c'est une question de revenus. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer une maison, vous faites faillite à cause que vous n'avez pas les moyens de la payer. Ça va être aussi vrai après qu'avant la faillite. Ben oui, puis c'est pour ça que quand on décide avec une personne, c'est quoi la meilleure stratégie à prendre, que ce soit une faillite, une proposition consommateur, une proposition concordataire, un dépôt volontaire, un refinancement, peu importe la solution, première chose qu'on va regarder, c'est quoi le budget de la personne. Puis après, si le budget n'arrive pas, il n'y a rien à faire. On peut pas avoir un budget déficitaire puis dire je vais régler mes dettes parce qu'on n'a rien réglé. On va se rembarquer dans un problème. La minute qu'on va signer le dossier, parce qu'on va régler les dettes, mais il va y en avoir des nouvelles qui vont se créer à chaque mois parce qu'on a un budget déficitaire. Donc, le budget, c'est le nerf de la guerre. Puis quand je dis budget, il faut le faire avec rigueur, puis il faut le faire comme il faut, puis il faut s'assurer que on se donne la marge de manœuvre, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille où les dépenses varient jamais, évidemment. Donc, faut se donner une marge de manœuvre, mais il faut surtout avoir un budget dans lequel les revenus dépassent les dépenses. C'est très important, sinon on peut pas arriver à rien. Bon. Un autre préjugé dont on pourrait parler, en tout dernier, évidemment, on arrive déjà à la fin. Ça va vite, ça passe. Oui, le dernier, c'est que je l'ai entendu hier, donc c'est pour ça que je l'ai ramené encore une fois. Je viens de voir parce que là, j'ai décidé de faire faillite. Donc ça, je trouve ça toujours très drôle. La décision est prise avant qu'on ait parlé. Ça me donne le goût de me cogner à la table, le front sur la table, parce que typiquement, je pose 2-3 questions à la personne pour y expliquer que finalement, elle ne sait pas du tout c'est quoi faire faillite, parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux, des avantages et des inconvénients que les gens ne connaissent pas. Et donc, malheureusement, les gens essayent de prendre une décision avant de venir me voir, ce qui est à peu près impossible, parce que là, ils ont entendu dire que, OK, oui, je vais faire faillite, ça va me coûter tant. Ouais, mais non, parce que ton revenu à toi, il est de 3 822 par mois. Donc, ça va avoir tel impact sur ton paiement mensuel si tu fais faillite. Ouais, mais là, je veux pas ça. Exactement. C'est pour ça qu'on va analyser tout. Je vais t'expliquer les solutions. Puis après, tu prendras une décision. Donc, les gens, des fois, attendent 1 an, 2 ans avant de nous voir, puis ils viennent nous voir, la décision est prise. Mais malheureusement, quand on leur explique, la décision aurait été différente il y a 2 ans. Fait que les gens viennent nous voir, qu'on l'analyse, puis surtout qu'on l'analyse d'avance, parce que souvent, ça va faire baisser la pression. Quelqu'un qui est proactif, qui vient me voir, il y en a de plus en plus quand même, là, qui vient me voir quand ça commence à mal aller ou que ça va mal aller, la séparation vient d'arriver, puis là, on n'est pas sûr comment ça va se passer. Là, on fait des scénarios, puis là, on explique vraiment comment ça se passe, puis là, les gens peuvent faire des bons choix en sachant les conséquences d'une faillite, en sachant les conséquences d'une proposition, puis des fois, les gens vont dire, Colin, c'est bien moins pire que je pensais, fait que oui, OK, je vais me débarrasser de ce fardeau-là, puis je vais faire telle action. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Des fois, des gens font, mais là, c'est impossible, je peux pas faire faillite. On a dit, effectivement, c'est pas une bonne idée dans ton cas. Et là, on fait une autre stratégie. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Puis, c'est à ça que je sers. Donc, il faut que les gens viennent nous voir pour qu'on l'analyse, leur situation avec eux, puis que ça soit pas une décision prise en ayant lu 2-3 choses sur Internet parce qu'il manque beaucoup trop d'informations. Même encore aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, les réponses, les tests de temps en temps, les réponses sont pas toujours bonnes. Bon. Moi, le mot-clé que je retiens dans ce qu'on vient de dire là, venez me voir rapidement. Ne tardez pas. Oui. Si vous n'avez pas besoin d'aide, on va vous le dire, on va passer à autre chose, mais si vous avez besoin d'aide, on va s'en occuper maintenant. Exactement. Puis c'est 50% des gens qui viennent me voir qui ne déposent pas du tout de dossier puis qu'ils n'ont aucune facture de ma part parce qu'ils viennent justement d'avance. Donc ça, c'est parce qu'il y a de plus en plus de références de gens qui connaissent nos chroniques, qui lisent ce qu'on publie puis qui viennent nous voir d'avance. Donc ça fait des meilleures stratégies parce qu'ils n'ont pas besoin de faire faillite. Ils n'ont pas besoin de faire de propositions. Puis on règle leurs problèmes, on les aiguille. Puis en même temps, on leur explique les vraies choses aussi sur qu'est-ce qui arrive si jamais la stratégie marche pas parce qu'il y a un deuxième accro dans le plan où il y a quelque chose qu'on fait que finalement, perte d'emploi, là, au moins, ils sont outillés. Puis ils ont les plans B puis les plans C déjà en tête si jamais le plan ne marche pas. Voilà. Pierre-Paul, on rappelle les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. On est déjà rendu à la fin de la chronique. Oui, les gens peuvent nous appeler au 1-844-LACASE, peuvent nous écrire sur l'info@commercial-lacasesyndic.com, peuvent aller sur notre site Internet, Lacasse et Associés,
ou notre Facebook ou notre LinkedIn, Lacasse et Associés. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup. Merci, Denis.